Une passion dans le désert. Honoré de Balzac. Deuxième et dernière partie. En ce moment, la panthère retourna la tête vers le Français et le regarda fixement sans avancer. La rigidité de ses yeux métalliques et leur insupportable clarté firent tressaillir le Provençal, surtout quand la bête marcha vers lui. Mais il la contempla d'un air caressant, et la guignant comme pour la magnétiser, il la laissa venir près de lui. Puis, par un mouvement aussi doux, aussi amoureux que s'il avait voulu caresser la plus jolie femme, il lui passa la main sur tout le corps, de la tête à la queue, en irritant avec ses ongles les flexibles vertèbres qui partageaient le dos jaune de la panthère. La bête redressa voluptueusement sa queue, ses yeux s'adoucirent. Et quand, pour la troisième fois, le Français accomplit cette flatterie intéressée, elle fit entendre un de ces rourous par lesquels nos chats expriment leur plaisir. Mais ce murmure partait d'un gosier si puissant et si profond qu'il retentit dans la grotte comme les derniers ronflements des orgues dans une église. Le Provençal, comprenant l'importance de ces caresses, les redoubla de manière à étourdir, à stupéfier cette courtisane impérieuse. Quand il se crut sûr d'avoir éteint la férocité de sa capricieuse compagne, dont la faim avait été si heureusement assouvie la veille, il se leva et voulut sortir de la grotte. La panthère le laissa bien partir, mais quand il eut gravi la colline, elle bondit avec la légèreté des moineaux sautant d'une branche à une autre et vint se frotter contre les jambes du soldat en faisant le gros dos à la manière des chattes. Puis, regardant son hôte d'un œil dont l'éclat était devenu moins inflexible, elle jeta ce cri sauvage que les naturalistes comparent au bruit d'une scie. « Elle est exigeante !» s'écria le Français en souriant. Il essaya de jouer avec les oreilles, de lui caresser le ventre et lui gratter fortement la tête avec ses ongles. Et, s'apercevant de ses succès, il lui chatouilla le crâne avec la pointe de son poignard, en épiant l'heure de la tuer. Mais la dureté des os le fit trembler de ne pas réussir. La sultane du désert agréa les talents de son esclave en levant la tête, en tendant le cou, en accusant son ivresse par la tranquillité de son attitude. Le Français songea soudain que pour assassiner d'un seul coup cette farouche princesse, il fallait la poignarder dans la gorge, et il levait la lame quand la panthère, rassasiée sans doute, se coucha gracieusement à ses pieds en jetant de temps en temps des regards, où malgré une rigueur native se peignait confusément de la bienveillance. Le pauvre Provençal mangea ses dattes en s'appuyant sur un des palmiers, mais il lançait tour à tour un œil investigateur sur le désert pour y chercher des libérateurs, et sur sa terrible compagne pour en épier la clémence incertaine. La panthère regardait l'endroit où les noyaux de dattes tombaient, chaque fois qu'il en jetait un, et ses yeux exprimaient alors une incroyable méfiance. Elle examinait le Français avec une prudence commerciale, mais cet examen lui fut favorable car, lorsqu'il eut achevé son maigre repas, elle lui lécha ses souliers, et d'une langue rude et forte, elle en enleva miraculeusement la poussière incrustée dans les plis. Mais quand elle aura faim, pensa le Provençal. Malgré le frisson que lui causa son idée, le soldat se mit à mesurer curieusement les proportions de la panthère, certainement un des plus beaux individus de l'espèce, car elle avait 3 pieds de hauteur et 4 pieds de longueur, sans y comprendre la queue. Cette arme puissante, ronde comme un gourdin, était haute de près de 3 pieds. La tête, aussi grosse que celle d'une lionne, se distinguait par une rare expression de finesse. La froide cruauté des tigres y dominait bien, mais il y avait aussi une vague ressemblance avec la physionomie d'une femme artificieuse. Enfin, la figure de cette reine solitaire révélait en ce moment une sorte de gaieté semblable à celle de Néron ivre. Elle s'était désaltérée dans le sang et voulait jouer. Le soldat essaya d'aller et de venir. La panthère le laissa libre, se contentant de le suivre des yeux, ressemblant ainsi moins à un chien fidèle qu'à un gros angora inquiet de tout, même des mouvements de son maître. Quand il se retourna, il aperçut du côté de la fontaine les restes de son cheval. La panthère en avait traîné jusque-là le cadavre. Les 2/3 environ étaient dévorés. Ce spectacle rassura le Français. Il lui fut facile alors d'expliquer l'absence de la panthère et le respect qu'elle avait eu pour lui pendant son sommeil.
Ce premier bonheur l'enhardissant à tenter l'avenir, il conçut le fol espoir de faire bon ménage avec la panthère pendant toute la journée, en ne négligeant aucun moyen de l'apprivoiser et de se concilier ses bonnes grâces. Il revint près d'elle et eut l'ineffable bonheur de lui voir remuer la queue par un mouvement presque insensible. Il s'assit alors sans crainte auprès d'elle, et ils se mirent à jouer tous les deux. Il lui prit les pattes, le museau, lui tournilla les oreilles, la renversa sur le dos, et gratta fortement ses flancs chauds et soyeux. Elle se laissa faire, et quand le soldat essaya de lui lisser le poil des pattes, elle rentra soigneusement ses ongles recourbés comme des damas. Le Français, qui gardait une main sur son poignard, pensait encore à le plonger dans le ventre de la trop confiante panthère. Mais il craignit d'être immédiatement étranglé dans la dernière convulsion qui l'agiterait. Et, d'ailleurs, il entendit dans son cœur une sorte de remords qui lui criait de respecter une créature inoffensive. Il lui semblait avoir trouvé une amie dans ce désert sans bornes. Il songea involontairement à sa première maîtresse, qu'il avait surnommée Mignonne par antiphrase, parce qu'elle était d'une si atroce jalousie que pendant tout le temps que dura leur passion, il eut à craindre le couteau dont elle l'avait toujours menacé. Ce souvenir de son jeune âge lui suggéra d'essayer de faire répondre à ce nom la jeune panthère de laquelle il admirait, maintenant avec moins d'effroi, l'agilité, la grâce et la mollesse. Vers la fin de la journée, il s'était familiarisé avec sa situation périlleuse et il en aimait presque les angoisses. Enfin, sa compagne avait fini par prendre l'habitude de le regarder quand il criait en voix de fausset « Mignonne ». Au coucher du soleil, Mignonne fit entendre à plusieurs reprises un cri profond et mélancolique. « Elle est bien élevée, pensait le gai soldat. Elle dit ses prières. » Mais cette plaisanterie mentale ne lui vint en l'esprit que quand il eut remarqué l'attitude pacifique dans laquelle restait sa camarade. « Va, ma petite blonde, je te laisserai coucher la première, » lui dit-il en comptant bien sur l'activité de ses jambes pour s'évader au plus vite quand elle serait endormie, afin d'aller chercher un autre gîte pendant la nuit. Le soldat attendit avec impatience l'heure de sa fuite, et quand elle fut arrivée, il marcha vigoureusement dans la direction du Nil. Mais à peine eut-il fait un quart de lieue dans les sables qu'il entendit la panthère bondissant derrière lui et jetant par intervalles ce cri de scie, plus effrayant encore que le bruit lourd de ses bonds. « Allons, se dit-il, elle m'a pris en amitié. Cette jeune panthère n'a peut-être encore rencontré personne, il est flatteur d'avoir son premier amour. » En ce moment, le Français tomba dans un de ces sables mouvants si redoutables pour les voyageurs et d'où il est impossible de se sauver. En se sentant pris, il poussa un cri d'alarme. La panthère le saisit avec ses dents par le collet, et, sautant avec vigueur en arrière, elle le tira du gouffre comme par magie. « Ah, mignonne !» s'écria le soldat, en la caressant avec enthousiasme. « C'est entre nous maintenant à la vie, à la mort, mais pas de farce !» Et il revint sur ses pas. Le désert fut dès lors comme peuplé. Il renfermait un être auquel le Français pouvait parler et dont la férocité s'était adoucie pour lui sans qu'il s'expliquât les raisons de cette incroyable amitié. Quelque puissant que fût le désir du soldat de rester debout et sur ses gardes, il dormit. À son réveil, il ne vit plus Mignonne. Il monta sur la colline et dans le lointain il l'aperçut accourant par bonds, suivant l'habitude de ces animaux auxquels la course est interdite par l'extrême flexibilité de leur colonne vertébrale. Mignonne arriva les babines sanglantes. Elle reçut les caresses nécessaires que lui fit son compagnon, en témoignant même par plusieurs roux graves combien elle en était heureuse. Ses yeux, pleins de mollesse, se tournèrent avec encore plus de douceur que la veille sur le Provençal, qui lui parlait comme un animal domestique. « Ah ah, mademoiselle, car vous êtes une honnête fille, n'est-ce pas ? Voyez-vous ça, nous aimons être câlinés. N'avez-vous pas honte ? Vous avez mangé quelques maugrabins ? Bien, c'est pourtant des animaux comme vous, mais n'allez pas gruger les Français au moins, je ne vous aimerai plus. » Elle joua comme un jeune chien joue avec son maître, se laissant rouler, battre et flatter tour à tour. Et parfois elle provoqua le soldat en avançant la patte sur lui par un geste de solliciteur. Quelques jours se passèrent ainsi. Cette compagnie permit au Provençal d'admirer les sublimes beautés du désert. Du moment où il y trouvait des heures de crainte et de tranquillité, des aliments et une créature à laquelle il pensait, il eut l'âme agitée par des contrastes. C'était une vie pleine d'opposition.
La solitude lui révéla tous ses secrets, l'enveloppa de ses charmes. Il découvrit dans le lever et le coucher du soleil des spectacles inconnus au monde. Il sut tressaillir en entendant au-dessus de sa tête le doux sifflement des ailes d'un oiseau, rare passager, ou en voyant les nuages se confondre, voyageurs changeants et colorés. Il étudia pendant la nuit les effets de la lune sur l'océan des sables, où le simoun produisait des vagues, des ondulations et de rapides changements. Il vécut avec le jour de l'Orient, il en admira les pompes merveilleuses. Et souvent, après avoir joui du terrible spectacle d'un ouragan dans cette plaine où les sables soulevés produisaient des brouillards rouges et secs, des nuées mortelles, il voyait venir la nuit avec délice, car alors tombait la bienfaisante fraîcheur des étoiles. Il écouta des musiques imaginaires dans les cieux. Puis la solitude lui apprit à déployer les trésors de la rêverie. Il passait des heures entières à se rappeler des riens, à comparer sa vie passée à sa vie présente. Enfin, il se passionna pour sa panthère, car il lui fallait bien une affection. Soit que sa volonté, puissamment projetée, eût modifié le caractère de sa compagne, soit qu'elle trouvât une nourriture abondante grâce au combat qui se livrait alors dans ces déserts, elle respecta la vie du Français, qui finit par ne plus s'en défier en la voyant si bien apprivoisée. Il employait la plus grande partie du temps à dormir, mais il était obligé de veiller, comme une araignée au sein de sa toile, pour ne pas laisser échapper le moment de sa délivrance, si quelqu'un passait dans la sphère décrite par l'horizon. Il avait sacrifié sa chemise pour en faire un drapeau, arboré sur le haut d'un palmier dépouillé de feuillage. Conseillé par la nécessité, il sut trouver le moyen de le garder déployé, en le tendant avec des baguettes, car le vent aurait pu ne pas l'agiter au moment où le voyageur attendu regarderait dans le désert. C'était pendant les longues heures où l'abandonnait l'espérance qu'il s'amusait avec la panthère. Il avait fini par connaître les différentes inflexions de sa voix, l'expression de ses regards. Il avait étudié les caprices de toutes les taches qui nuançaient l'or de sa robe. Mignonne ne grondait même plus quand il lui prenait la touffe par laquelle sa redoutable queue était terminée, pour en compter les anneaux noirs et blancs, ornements gracieux, qui brillaient de loin au soleil comme des pierreries. Il avait plaisir à contempler les lignes moelleuses et fines des contours, la blancheur du ventre, la grâce de la tête. Mais c'était surtout quand elle folâtrait qu'il la contemplait complaisamment, et l'agilité, la jeunesse de ses mouvements le surprenaient toujours. Il admirait sa souplesse quand elle se mettait à bondir, à ramper, à se glisser, à se fourrer, à s'accrocher, se rouler, se blottir, s'élancer partout. Quelque rapide que fût son élan, quelque glissant que fût un bloc de granit, elle s'y arrêtait tout court au mot de mignonne. Un jour, par un soleil éclatant, un immense oiseau plana dans les airs. Le Provençal quitta sa panthère pour examiner ce nouvel hôte. Mais après un moment d'attente, la sultane délaissée gronda sourdement. « Je crois, Dieu m'emporte, qu'elle est jalouse !» s'écria-t-il en voyant ses yeux redevenus rigides. « L'âme de Virginie aura passé dans ce corps-là, c'est sûr !» L'aigle disparut dans les airs pendant que le soldat admirait la croupe rebondie de la panthère. Mais il y avait tant de grâce et de jeunesse dans ses contours. C'était joli comme une femme. La blonde fourrure de la robe se mariait par des teintes fines au ton du blanc mat qui distinguait les cuisses. La lumière profusément jetée par le soleil faisait briller cet or vivant, ces taches brunes, de manière à leur donner d'indéfinissables attraits. Le Provençal et la panthère se regardèrent l'un et l'autre d'un air intelligent. La coquette tressaillit quand elle sentit les ongles de son ami lui gratter le crâne. Ses yeux brillèrent comme deux éclairs, puis elle les ferma fortement. « Elle a une âme, » dit-il en étudiant la tranquillité de cette reine des sables, dorée comme eux, blanche comme eux, solitaire et brûlante comme eux. « Eh bien, me dit-elle, j'ai lu votre plaidoyer en faveur des bêtes, mais comment deux personnes si bien faites pour se comprendre ont-elles fini ? Ah voilà, elles ont fini comme finissent toutes les grandes passions, par un malentendu. On croit de part et d'autre à quelque trahison, l'on ne s'explique point par fierté, l'on se brouille par entêtement. Et quelquefois, dans les plus beaux moments, dit-elle, un regard, une exclamation suffisent. Eh bien, alors, achevez l'histoire. C'est horriblement difficile, mais vous comprendrez ce que m'avait déjà confié le vieux grognard, quand, en finissant sa bouteille de vin de champagne, il s'est écrié « Je ne sais pas quel mal je lui ai fait. » Mais elle se retourna comme si elle eût été enragée.
et de ses dents aiguës, elle m'entama la cuisse, faiblement sans doute. Moi, croyant qu'elle voulait me dévorer, je lui plongeai mon poignard dans le cou. Elle roula en jetant un cri qui me glaça le cœur. Je la vis se débattant en me regardant sans colère. J'aurais voulu, pour tout au monde, pour ma croix, que je n'avais pas encore, la rendre à la vie. C'était comme si j'eusse assassiné une personne véritable. Et les soldats qui avaient vu mon drapeau et qui accoururent à mon secours me trouvèrent tout en larmes. « Eh bien, monsieur, reprit-il après un moment de silence, j'ai fait depuis la guerre en Allemagne, en Espagne, en Russie, en France. J'ai bien promené mon cadavre. Je n'ai rien vu de semblable au désert. Ah, c'est que cela est bien beau. Qu'y sentiez-vous ? Lui ai-je demandé. Oh, cela ne se dit pas, jeune homme. D'ailleurs, je ne regrette pas toujours mon bouquet de palmiers et ma panthère. Il faut que je sois triste pour cela. Dans le désert, voyez-vous, il y a tout et il n'y a rien. Mais encore, expliquez-moi. Eh bien, reprit-il en laissant échapper un geste d'impatience, c'est Dieu sans les hommes.